Nous sommes sur une plage à l'est de l'Inde, sur le golfe du Bengale. C'est par là? En plein cœur de la nuit, je prends la mer avec un groupe de pêcheurs. Les guetteurs connaissent les meilleurs sites. Ils savent que la nuit, le poisson a tendance à jouer près de la surface. Mais après une demi-heure de pêche, quand les filets remontent, la pêche est bonne ce soir? Avant, j'arrivais à prendre beaucoup plus de poissons, mais plus ça va, moins il y en a. Il y a 5 ans, j'en prenais 2 fois plus. Mais comment vous expliquez qu'il y ait moins de poissons aujourd'hui? Je crois que c'est à cause du changement du climat. On a de moins en moins de poissons parce que le poisson doit aller plus en profondeur pour trouver de l'eau plus froide. Chaque année, le poisson se fait plus rare. Le changement climatique et la montée des eaux ont bouleversé le quotidien de ces pêcheurs du golfe du Bengale. La mer ne les nourrit plus autant qu'avant. Et désormais, elle est devenue leur pire ennemi. Ramayapatna, leur village, est inexorablement rongé par les vagues. Tempête après tempête, l'océan monte, la côte s'effondre. Trinath vit dans ce qui reste de sa maison avec sa femme, Bulaxmi, et leurs 3 enfants. Ce n'est pas dangereux de vivre ici? Oui, on a très peur de rester ici. J'étais là quand toutes ces maisons se sont effondrées. Je me souviens quand une partie de la mienne a été emportée. J'étais dans ma cuisine, les vagues frappaient la maison. Le sable sous la cuisine est parti et tout d'un coup elle s'est effondrée. Ma cuisine a été engloutie. Trinath a toujours vécu ici. Depuis sa naissance, il y a 47 ans, le village a reculé de plus de 60 mètres. Lui et sa femme le savent, dans quelques mois, il faudra partir. Un jour, je le sais, il y aura une marée plus forte que les autres qui emportera ma maison. Ce sera au cours d'une très grande tempête, quand les vents seront très forts. On sera obligé de quitter la maison et d'aller nous installer ailleurs. On voudrait changer de maison, mais on n'a nulle part où aller. Mais si vous partez parce que votre maison est détruite, est-ce que vous pourrez toujours continuer à pêcher? Si je pars, je serai obligé de mendier. Je n'ai pas beaucoup de choix. C'est pour ça que je fais tout pour rester ici. En Inde, on estime que 45 millions de personnes sont menacées par la montée des eaux à cause du changement climatique. Des vagues de 5 mètres de haut.
des vents dépassant les 250 km/h, des villages entiers dévastés. En Asie, en Amérique, en Europe, dans toutes les zones côtières du monde. Depuis quelques années, cyclones et ouragans sont de plus en plus violents. Le niveau de l'océan monte dangereusement. Or, un être humain sur 5 vit à moins de 30 mètres des côtes. Une région de la planète est particulièrement menacée par ces phénomènes, l'Inde et plus précisément le golfe du Bengale. Ici, des îles entières sont menacées d'engloutissement. En seulement 1 heure, tout est tombé. Tout s'est effondré. Le réchauffement climatique provoque des catastrophes et bouleverse la vie des hommes, mais aussi celle de la faune sauvage. Ici, il y a une trace. Ça veut dire qu'il pourrait y avoir un tigre dans la zone? J'ai vu des familles endeuillées. Mon mari pilotait le bateau, à l'arrière. Il était tourné vers la droite et le tigre lui a sauté dessus dans le dos. J'ai vu des agriculteurs dépassés par les colères de l'océan. Ces 3 ou 4 dernières années, avec les inondations, on n'a rien pu cultiver. Tout était dévasté. Mais j'ai vu aussi des populations qui s'adaptent à la nouvelle donne et se réinventent. Comme la qualité du riz ne cesse de diminuer, eh bien on va monter des digues autour de nos champs et on va faire une pêcherie. J'ai découvert des habitants qui s'éduquent pour mieux lutter contre les effets du climat. Pour sauver Calcutta, il faut réussir à ce que les hommes vivent en préservant les arbres. Quand il y a beaucoup d'arbres, il n'y a pas d'érosion des sols. Des femmes et des hommes engagés dans la sauvegarde de leur environnement. Vous savez, nos champs sont juste derrière la digue et la mangrove est une barricade, une défense supplémentaire. C'est très important pour se protéger des inondations qui touchent souvent le village. À chaque fois que ça arrive, on perd toutes nos récoltes. J'ai exploré au Bengale, un pays en résistance face à la montée de l'océan. Calcutta, 15 millions d'habitants. Je me trouve dans la capitale du Bengale, au nord-est de l'Inde. Mon voyage m'amène dans une des régions de la planète où la montée de l'océan a les effets les plus dévastateurs. Je prends la direction du sud-est pour rejoindre le plus vaste delta du monde, le delta du Gange. Là-bas, des populations entières affrontent la montée de l'océan. Après 8 heures de route, nous atteignons le delta. Il est plus vaste que la Belgique et les Pays-Bas réunis. Il abrite un chapelet d'une 50aine d'îles, comme l'île de Goramara, un petit paradis en apparence. Ici, la nature semble préservée, les gens vivent paisiblement.
Pourtant, tout cela aura probablement bientôt disparu, car la superficie de l'île se réduit année après année, rongée par la mer. Et les habitants sont obligés de s'adapter presque au jour le jour. Comme Sujit et son épouse Monimala. Ce couple vit dans cette cabane de fortune avec leurs 3 enfants. Ici, c'est notre chambre. Et là, c'est la chambre de mon fils. Et là, c'est la cuisine. Une simple structure de bois, du tissu et surtout des bâches de plastique pour les cloisons et le toit. À Gora-Mara, beaucoup d'habitants doivent s'en satisfaire. Avant, j'avais une maison en terre. Elle était belle, avec des peintures sur les murs et des décorations. Mais pendant la tempête, le barrage a cédé et l'eau a inondé ma maison. J'avais de l'eau jusqu'au cou. La maison n'a pas résisté. Elle s'est effondrée. Ça n'a pris qu'1 heure. La tempête a détruit de nombreuses maisons dans le village. Elle a emporté des terrains entiers et même une partie de la route. Mais la route s'arrête ici? Avant, la route, elle allait beaucoup plus loin. Elle zigzaguait. Si je me souviens bien, d'ici, il fallait marcher encore 20 minutes pour aller au bout de l'île. Il y avait un grand étang et un grand marché. Il fallait faire une trotte pour aller tout au bout de l'île. Dans le golfe du Bengale, le dérèglement climatique provoque des phénomènes météorologiques de plus en plus extrêmes, comme cet ouragan qui, l'an dernier, a emporté leur maison. C'est la route où nous nous trouvons. Elle allait vers la droite, et à gauche, ici, il y avait des maisons. Tout a disparu. Cette maison, elle a été frappée par les vagues. Heureusement, ceux qui l'habitaient étaient déjà partis. La mer a emporté la maison? Il y a eu un énorme craquement. Les propriétaires sont tout de suite sortis. Ils ont tout juste eu le temps d'emporter leurs affaires. Et la maison s'est effondrée? Oui, la moitié de la maison a été emportée. Ils ont sauvé ce qu'ils pouvaient et ils sont partis. Et où sont allés les gens? Beaucoup se sont installés sur l'île voisine de Sagar. Ils ne pouvaient plus rester ici. Quelques-uns ont obtenu une maison de la part du gouvernement. Malgré les tempêtes, malgré l'érosion, Monimala et Sujit ont décidé de rester à Gora-Mara. En 30 ans, la population de Gora-Mara est passée de 40 000 à seulement 3 500 habitants. 90% de la population a fui. Monimala et son mari savent que leur tour viendra et que bientôt ils devront rejoindre le continent. Mais voilà, là-bas aussi l'érosion et la montée des eaux bouleversent les équilibres naturels. Sur cette côte très peuplée, les hommes affrontent même un nouveau danger mortel, les attaques de tigres. Elles se sont multipliées depuis quelques années. Face aux félins, les agriculteurs et les pêcheurs sont quasiment sans défense.
Les morts se comptent par dizaines, et cela n'est pas sans rapport avec la montée de l'océan. Pour le comprendre, nous quittons les îles du delta du Gange pour rejoindre un lieu hors norme. Ces immenses canaux forment ce qu'on appelle les Sundarbans, la plus vaste mangrove de la planète. Sur 10 000 km², les Sundarbans s'étendent du nord de l'Inde jusqu'au Bangladesh. Une région marécageuse entre eau salée et eau douce, formée de nombreuses îles. Sur l'île de Dayapur, il y a un homme qui connaît parfaitement le lien entre la montée des océans et les attaques de tigres. Il s'appelle Sobtushi et ce n'est pas un simple villageois. Ici, il est un peu une sentinelle. Depuis 15 ans, chaque matin, Sobtushi parcourt la mangrove et piste les tigres pour être prêt à donner l'alerte au village. Ici, il y a une trace. C'est un tigre? Oui, la trace d'un tigre. Comment vous le savez? Regardez cette empreinte, les doigts. 1, 2, 3, 4. Et là, le coussinet. Peut-être que le tigre est passé il y a 2 ou 3 jours. Ça veut dire qu'il pourrait y avoir un tigre dans la zone, là? Oui, monsieur. Parfois, le tigre vient de la forêt, normalement la nuit. Il vient dans les villages pour chasser les chèvres, le bétail. Et il les emporte de l'autre côté. C'est un très bon nageur. Il peut nager 5 à 6 km avec une proie. Mais normalement, le tigre n'attaque pas les hommes. Lorsqu'il se retrouve dans un village, quand ça arrive, c'est qu'on l'a dérangé. Il se défend. Quand est-ce qu'a eu lieu la dernière attaque? Le mois dernier, une personne a été attaquée. Le mois dernier? Oui, le mois dernier. Ah oui, donc c'est récent. Oui, c'est récent. Et ça s'est passé sur cette île. Et l'homme ou la femme a été tué? Il a été tué par le tigre. Le tigre du Bengale, un prédateur redoutable et une espèce menacée. Chassé par la présence humaine, il s'était réfugié dans la mangrove. Mais maintenant que le niveau de la mer monte, son territoire devient de plus en plus petit. Les îles où vit le tigre ne lui permettent plus de se nourrir. Il n'a donc d'autre choix que de traverser le fleuve pour s'aventurer dans les villages habités par l'homme. Pour Sobtushi, il n'y a aucun doute. Le changement climatique impacte directement les tigres et toute la faune de la mangrove. Il y a moins d'animaux qu'avant dans la forêt des Sundarbans. Avant, on voyait des rhinocéros, des buffles sauvages, des cerfs des marais, de petites civettes. Tous sont en voie d'extinction. Je pense que c'est une des conséquences de la montée des eaux. Chaque année, avec les cyclones, l'eau monte de 1,20 m, 1,50 m. Ces animaux ont du mal à nager plus de 3 ou 4 heures. Ils s'épuisent et ils meurent. Je pense que ça déséquilibre complètement les ressources en nourriture pour les tigres. Affamé, le tigre cherche donc sa nourriture sur les terres peuplées par l'homme. Chaque année en Inde, plus de 40 personnes meurent sous les griffes du félin. Alors l'État indien a décidé d'employer les grands moyens.
Les rangers de la réserve des Sundarbans sont les gardiens de la mangrove et de sa faune. Et ils ont accepté de nous emmener à l'intérieur de la zone la plus dangereuse de la région. Prahlad Mondal dirige la patrouille. Il surveille un périmètre de 1400 km², entouré par cette barrière de 3 mètres de haut. Une réserve naturelle pour protéger les hommes du tigre, mais aussi pour protéger le tigre des hommes. Quel est le but de votre patrouille? D'abord, notre priorité, c'est de protéger les barrières. Parce que vous voyez, très souvent, les villageois coupent ces filets pour rentrer illégalement dans la jungle. Le problème, c'est que c'est justement par ces filets troués que les tigres parviennent à s'échapper. Le tigre est une espèce menacée. Il n'en resterait que quelques centaines désormais à l'état sauvage. Nous franchissons les barrières et entrons dans l'enceinte protégée de la réserve. En dehors des rangers, seuls quelques pêcheurs et des collecteurs de miel ont l'autorisation de pénétrer dans le périmètre. Pourtant, malgré le danger, les rangers découvrent des traces de braconnage, comme ce filet. C'est un filet illégal? Oui, si c'était un filet autorisé, le pêcheur serait encore là. Mais là, il n'y a personne. Alors on va tout saisir. Des filets illégaux, on en retire 4 ou 5 par semaine. Et parfois 7. Pour les populations très modestes de la région, le besoin de gagner sa vie est parfois plus fort que la peur du danger. Demain, j'ai rendez-vous avec des pêcheurs qui sont prêts à risquer leur vie face aux tigres. Il est 4 heures du matin. Au cœur de la mangrove, je rejoins une embarcation. Kaushalya au milieu et ses 2 compagnons ont accepté de nous emmener dans leur expédition quotidienne. Pourquoi est-ce que vous commencez si tôt le matin? On est nombreux à pêcher. Pour avoir une bonne place, il faut arriver les premiers. En nous attendant, ils ont commencé à pêcher ici, dans la zone autorisée. Mais les prises sont très rares. Ça, c'est un tout petit. Il y a moins de crabes qu'avant? Oui, on ne fait plus de belles prises maintenant. Avant, je pouvais pêcher 10 kilos de crabes. Maintenant, c'est fini. Vous pensez que c'est à cause de la montée des eaux? Oui, en fait, depuis que le niveau de l'eau est monté, les crabes ont quitté le fleuve pour se réfugier dans les petits canaux, là où on n'a pas le droit d'aller. C'est pour cela qu'ils sont plus difficiles à attraper. Pour trouver des crabes, Kaushalya manœuvre dans ses canaux et pénètre la mangrove plus profondément. Plus on approche de la zone interdite, plus la pêche est bonne. Beaucoup de gens vont à l'intérieur de la zone. C'est dangereux, mais ils y vont quand même. Les tigres ici sont très dangereux. Ils ont pris l'habitude de manger des hommes.
Ils n'ont pas peur des bateaux, ils sautent dessus. C'est dangereux, mais ceux qui y vont peuvent pêcher jusqu'à 80 kilos de crabes. Kochalia et ses camarades m'ont expliqué qu'ils ne se rendaient jamais dans la zone interdite. Ont-ils dit vrai? En tout cas, quelques heures plus tard, je les retrouve sur cet autre canal. Et où sont les crabes? Je ne vois rien. Ils sont là, dans cette petite trappe. Il y en a 5 ou 6 kilos. Ça veut dire que c'est peu? Oui, c'est pas énorme. Et pour obtenir ça, on pêche pendant 12 ou 13 heures. Alors on rentre souvent tard le soir chez nous. Et la journée de travail de Kochalia n'est pas tout à fait terminée. Les crabes des Sundarbans sont réputés dans toute l'Asie. Ils sont exportés vivants jusqu'en Chine. Les crabes sont très forts. Ils peuvent vous choper le doigt et vous le casser. Vous avez de la chance d'avoir encore vos 10 doigts alors. Oui, oui, je les ai tous. Après 12 heures de pêche, Kochalia et ses camarades rapportent 7 kilos de crabes. À 4200 roupies le kilo, ce sont 350 € qu'ils vont se partager à 3. Le gagne-pain de Kochalia lui impose des journées éprouvantes qui ne lui laissent que peu de temps de repos. Kochalia a 45 ans. Elle a 2 grands-enfants et vit désormais seule avec eux. Qu'est-ce que vous nous avez préparé pour le dîner? Du crabe avec des tiges d'épinards et un curry de pommes de terre. Depuis 7 ans, Kochalia est veuve. Son mari a été tué par un tigre. Ce matin-là, on était en train de poser des pièges dans un petit canal. Et le tigre a sauté sur lui. Et il est parti avec. Est-ce qu'il a eu le temps de réagir? Mon mari pilotait le bateau, à l'arrière. Il était tourné vers la droite et le tigre lui a sauté dessus, dans le dos, avec un rugissement effrayant. Il a saisi par le cou et a sauté dans la rivière. Puis tout de suite, il a disparu dans la jungle. Kochalia n'est pas un cas isolé. Dans les Sundarbans, on les appelle les Tiger Widows, les veuves du tigre. Elles seraient plus de 1500 à avoir perdu leur mari à cause des tigres ces 20 dernières années. Et après la tragédie, vous avez quand même décidé de retourner pêcher le crabe. Oui, après l'accident, je n'avais personne pour m'aider à nourrir mes 2 jeunes enfants. J'ai cherché du travail, mais je n'ai rien trouvé. Alors j'ai décidé de retourner dans la forêt. J'ai très peur du tigre, mais je n'ai pas le choix. Il faut que j'y aille. Pour conjurer sa peur, Kochalia se tourne vers les dieux. Chaque semaine, à la nuit tombée, elle se rend au temple. Je fais la prière et je demande la bénédiction, que nous soyons protégés et que nous ayons de la réussite. Quand je pêche, je ressens la protection et la bénédiction des dieux. Et après la prière, vous vous sentez plus forte pour aller pêcher?
Oui, bien sûr. J'ai prié la déesse et je suis convaincue que rien de mauvais ne peut nous arriver la prochaine fois que nous irons dans la forêt. Face aux menaces qui transforment leur vie, les habitants des Sundarbans s'adaptent et cherchent des réponses. Même l'agriculture traditionnelle développe de nouvelles solutions pour résister aux attaques de la mer. Des solutions parfois étonnantes. Depuis des siècles, le delta du Gange est le grenier de l'Inde. Des terres fertiles, riches du limon apporté par le fleuve, depuis l'Himalaya. De tout temps dans cette région, on a fait pousser du riz. Et si aujourd'hui la montée de la mer et la violence des tempêtes menacent la riziculture, les Bengalis refusent de baisser les bras. Taraknath est agriculteur. Son gagne-pain, c'est ce terrain hérité de ses parents. Ces champs-là, ce sont les vôtres? Oui, c'est ça. Combien d'hectares avez-vous? Ici, j'ai presque 1 hectare. Ces terres sont parmi les plus exposées aux colères de l'océan. Et pourtant, il se bat et réussit à maintenir son exploitation. Ces champs, ils sont juste en face de la mer. Est-ce que la montée des eaux a un impact sur vos cultures? Pendant les inondations, les vagues frappent la digue et souvent, elles la cassent. Toute l'eau s'engouffre dans nos champs et les cultures sont ravagées. Le bétail souvent aussi est emporté. Ces 3 ou 4 dernières années, avec les inondations, on n'a rien pu cultiver. Tout était dévasté. L'océan ravage les champs et lorsqu'il se retire, il laisse un poison dans le sol, le sel. Des hectares entiers de terre au Bengale sont progressivement en train de se charger en sel et de devenir stériles. Une menace potentiellement mortelle pour les agriculteurs comme Taraknath. Pourtant, il a trouvé une parade. Il y a du sel là? Oui, et normalement rien ne devrait pousser. Mais cette année, j'ai testé une nouvelle variété de riz que j'ai vue dans un reportage à la télé. Les variétés habituelles de riz ne donnaient plus rien. Alors après avoir vu ce reportage, j'ai essayé cette nouvelle variété et ça a donné une bonne récolte. Je ne sais pas comment ça marche, mais ce riz pousse très bien dans cette terre salée. Le riz qu'a planté Taraknath est une ancienne variété qui avait été abandonnée dans les années 60 pour des riz plus productifs. Dans toute la région, des riziculteurs comme lui sont retournés à des types de riz que plantaient leurs parents et grands-parents. Des riz plus rustiques, mais qui résistent au sel et permettent ce petit miracle. Pour la première fois depuis 3 ans, du riz a poussé dans ces champs. La récolte ici se fait entièrement à la main. Pour séparer le grain de l'épi sans détériorer la paille, on pratique ici le chaubbage. On frappe l'épi sur une surface dure pour faire tomber le riz. La paille sera ensuite réutilisée comme fourrage pour le bétail. Taraknath vit avec toute sa famille au centre de cette île. Il croyait ne plus jamais pouvoir récolter de riz, mais cette année, ils vont à nouveau remplir le grenier. Je peux essayer? Bien sûr. Comment est-ce que vous faites? Wow. C'est bon là? Non, il y en a encore.
Ah, il y en a encore, ok. Il faut que tu le fasses tourner après avoir frappé. Et tu le frappes une nouvelle fois. La qualité vous convient? Je suis content. La couleur d'un bon riz, c'est doré. Cette année, nous avons du riz doré. Avant les inondations, j'avais 2,5 tonnes de riz pour 1 hectare. Après les inondations, plus rien. Cette année, je devrais avoir 1,5 tonnes. Donc oui, je suis content. Ce riz a sauvé mon exploitation. La solution de Taraknath fonctionne pour des milliers d'agriculteurs. Mais elle a tout de même ses limites. Dans certaines régions du Bengale, la salinité est trop forte et le climat peu propice. Alors certains ont trouvé tout autre chose, quitte à abandonner radicalement la culture du riz. Sunandya et sa famille le savent, cette récolte est la dernière, plus jamais le riz ne poussera sur ces terres. L'année dernière, l'eau a stagné ici plus d'1 mois. Et la mousson n'a pas suffi à nettoyer la terre, le sel est resté. Ça, c'est de l'herbe qui pousse dans l'eau salée. Ça prouve que la terre est pleine de sel. Pourtant, il y a des riziculteurs qui utilisent un riz résistant. Pourquoi pas vous? Rice salted resistant type. Why don't you do that? Ici, on est dans une zone d'ouragan. Et ces riz poussent très haut. Donc si les vents sont trop forts, le riz casse. Bah alors, qu'est-ce que vous allez faire? Comme la qualité du riz ne cesse de diminuer, eh bien on va monter des digues autour de nos champs. Et on va faire une pêcherie. Reconversion complète donc pour Sunandya, qui a pris sa décision. L'année prochaine, à la place de ces rizières, il y aura des poissons, des étendues d'élevage de poissons. D'ailleurs, elle a déjà fait le test sur une partie de son terrain. Une nouvelle activité qui est déjà sa source principale de revenus. J'ai lancé des appâts dans cette zone et quand les poissons vont venir manger, je lancerai mon filet. Viens ici, apporte le panier. C'est pas facile à attraper, hein. Ce poisson, c'est du monopia. L'autre, on l'appelle japani. Alors ceux-là, vous allez les vendre combien? 1 kilo de poisson, c'est 150 roupies. 150 roupies, soit 1,70 € le kilo. Cela peut paraître très peu, mais à entendre Sunandya, ce prix de vente offre des perspectives bien plus intéressantes que la riziculture. Durant l'hiver, c'est un peu plus compliqué à attraper. En été, par contre, c'est beaucoup plus simple. Je pense que c'est vraiment une bonne affaire. Vous êtes contente de votre conversion? Oui, je crois que c'est le bon choix. Et que si je continue comme ça, je pense que ça peut vraiment marcher. Sunandya est en train de se réinventer. La pisciculture lui permet d'espérer vivre encore longtemps ici. À son image, une partie de la population des Sundarbans se mobilise. Les habitants renforcent chaque semaine des kilomètres de digues pour mettre des terres fertiles à l'abri et contrer les ravages des cyclones et des inondations. Pour cela, il devient urgent de protéger cette immense barrière naturelle qui abrite les terres fertiles,
la mangrove. Un écosystème unique et précieux. Mukut Biswas est un jeune avocat de Calcutta. Il a fondé l'ONG Premia Foundation, dont l'une des priorités est la préservation de la mangrove. Ces racines sont miraculeuses. Elles agissent comme des tentacules, comme un filet. Tu vois comme elles retiennent le sol? C'est comme ça qu'elles évitent l'érosion des sols. Et lorsque l'eau monte, elles ont aussi la capacité de recueillir les sédiments. Elles les captent et les maintiennent. Avec le changement climatique, on doit faire face à de plus en plus de cyclones, et des cyclones qui sont de plus en plus puissants. La mangrove, c'est comme un mur naturel qui protège le village. Depuis des années, la mangrove recule, victime de l'exploitation forestière clandestine et des attaques de l'océan. Mais grâce à des associations comme celle de Mukut, les citoyens du Bengale apprennent désormais à protéger ce rempart végétal et à modifier leur comportement. La survie passe par l'éducation et cela commence dès le plus jeune âge. Ces jeunes Bengalis apprennent que même face à un tigre effrayant, il suffit souvent de faire beaucoup de bruit pour retourner la situation. Mukut enseigne aussi aux mères de famille pourquoi la mangrove est essentielle à la préservation du littoral et donc à la sauvegarde de leur mode de vie. Si Calcutta est en sécurité, c'est grâce à notre région, les Sundarbans. Car lorsqu'il y a un cyclone, c'est la jungle qui est touchée en premier. Et les arbres réduisent la force des vents de 60%. Mais le problème, c'est que beaucoup d'arbres ont été coupés par les hommes. À chaque fois que les cyclones font des dégâts, c'est dans les zones où il n'y a pas de mangrove, à cause de la déforestation. Donc, pour sauver Calcutta, il faut arrêter toute activité. Il faut réussir à ce que les hommes vivent en préservant les plantes. Ici, à Jarkati, il y a encore des arbres. Et plus il y aura d'arbres, moins il y aura d'érosion des sols. Pourquoi est-ce qu'il n'y a que des femmes ici? Parce que les hommes ici ont pris l'habitude de partir chercher du travail ailleurs, surtout depuis que les récoltes sont moins bonnes. Et il faut aussi dire que les hommes sont moins intéressés par les problèmes de la mangrove. Les femmes se sentent plus concernées par le changement climatique et son impact sur leur vie quotidienne et celle de leur village. Oui, je comprends. C'est plus simple de les mobiliser. C'est dans la zone couverte, puis découverte par les marées, entre digues et rivières, que les plants vont être enracinés. Ne les mettez pas en haut. L'eau n'arrive pas en haut, il vaut mieux les mettre ici. On va faire 2 rangées. Ainsi, chaque semaine, les femmes du village se réunissent au bord du fleuve et passent à l'action. Sous une chaleur écrasante, elles passent plusieurs heures à triturer la boue pour y enfoncer les plants. Une tâche pénible, certes, mais dont elles savent qu'elle est essentielle à leur existence. Ces plantes nous protègent des inondations et des cyclones. Si on plante de la mangrove, les arbres vont protéger le sol et la digue ne va pas bouger. L'érosion sera bien moins forte quand il y aura des inondations. C'est pour sauver mon village que je suis dans cette association.
Vous savez, nos champs sont juste derrière la digue et la mangrove est une barricade, une défense supplémentaire. C'est très important pour se protéger des inondations qui touchent souvent le village. À chaque fois que ça arrive, on perd toutes nos récoltes. Ce qui force l'admiration, c'est la détermination et l'optimisme de ces femmes qui, plan par plan, reconstruisent le barrage naturel, qui préservent leurs terres. En quelques années, ce sont 200 000 plants qui ont été remis en terre, soit l'équivalent de 15 hectares de mangroves restitués grâce à l'association de Mukut. Pour finir mon voyage dans le delta du Bengale, j'ai voulu retourner à Goramara, l'île jardin qui s'enfonce inexorablement dans l'océan. J'ai eu envie de revoir ces champs et ces habitants qui inlassablement reconstruisent leurs maisons après chaque ouragan. Je retrouve Monimala et Sujit qui se sont construits un nouvel avenir. Loin de la mer, ils ont bâti cette maison. Elle est quasiment terminée. Ils emménageront dans quelques mois. Sur la gauche, il y aura une pièce, à droite, une autre. Ici, un mur que l'on pourra déplacer. Ici, il y aura une cloison. Et à gauche, il y aura l'autel pour les dieux. Pour construire cette maison au milieu des rizières, Monimala et Sujit ont dû sacrifier une de leurs parcelles de terrain. Mais ici, ils sont plus à l'abri de l'océan. Et ils ont pu creuser cet étang qui retient la pluie des moussons et leur offre accès à une ressource de plus en plus rare sur l'île, l'eau douce. Je vais nettoyer cet étang et le vider. À la saison de la mousson, il va se remplir d'eau douce. De l'eau pour boire et vous l'avez ? Oui, quand il y aura de l'eau douce, j'y mettrai des plantes. Dans cet étang, je pourrai me laver et faire la lessive. Est-ce qu'il y a des problèmes d'eau potable depuis les inondations et les cyclones ? Oui, quand l'eau salée envahit l'île, elle pollue les puits et elle n'est plus du tout potable. Dans ce cas, il faut que l'on fasse venir l'eau de l'extérieur de l'île. Les ONG nous aident aussi et nous fournissent parfois de l'eau. Quant à leur nouvelle maison, elle a encore besoin de quelques finitions. Ils y travaillent depuis des mois, mais ce sera la plus spacieuse et la plus solide qu'ils aient construite. C'est comme ça que vous faites les murs ? Oui, après avoir tout mélangé, je vais mettre cette boue sur les murs et l'étaler. Donc ça va être un refuge contre la montée de la mer ? Ce sera ma nouvelle maison. Tant que la nature nous l'autorise, nous resterons. Combien de temps pensez-vous que cette maison peut durer par rapport à celle que vous aviez au bord de la mer ? Je trouve que celle-ci est beaucoup plus sûre que l'ancienne. Aux prochaines inondations ou aux prochains cyclones, c'est la cabane qui sera touchée en premier. Cette maison-là aussi sera touchée.
mais pas dans les premières. On aura peut-être une demi-heure ou 1 heure pour nous sauver. Ça dépend totalement du bon vouloir de la déesse du Gange. Ça dépend des vagues et de la puissance du Gange. Peut-être que cette maison pourra résister à la colère de la rivière. Peut-être qu'elle pourra rester 4 ans de plus que la précédente. Je crois que la déesse protégera l'île et que la mer ne l'engloutira pas. En les quittant, une pensée m'est venue. Peut-être Monimala et Sujit seront-ils parmi les derniers habitants de Goramara si dans quelques années, l'île venait à disparaître. Comme eux, 4 millions d'Indiens vivent dans les Sundarbans directement sous la menace d'un océan de plus en plus imprévisible. Partout dans le monde, les grands deltas comme le delta du Gange risquent à terme de s'enfoncer sous les eaux. Sur toute la planète, des dizaines de millions de personnes devront sans doute quitter ces régions pour aller vivre ailleurs. Ces migrants climatiques sont l'un des grands défis du XXIe siècle. C'est notre problème à tous.